La première chose que l'on apprend quand on a vécu toute une vie dans une vieille maison de famille, c'est que les murs parlent. Pas avec des mots, bien sûr, avec des fissures, des odeurs, des silences. Je m'appelle Hélène, j'ai 72 ans et je vis dans une ancienne demeure au-dessus de la Saône, à Lyon. Une maison que mon mari avait héritée de son père et que son père avait lui-même reçue du sien. Dans notre famille, on ne possédait pas seulement des biens. On gardait une mémoire. Pendant 40 ans, mon mari Pierre et moi avons entretenu cette maison comme un sanctuaire. Les caves voûtées, creusées au XIXe siècle, abritaient encore les bouteilles de côte rôtie que son grand-père avait achetées avant la guerre. Dans le salon, un vieux piano Erard attendait les dimanches où les amis venaient jouer du Debussy après le dîner. La maison respirait une lenteur aristocratique. Puis Pierre est mort. Je croyais alors que la solitude serait mon seul adversaire. Je me trompais. Mon fils Julien s'est installé chez moi quelques mois après l'enterrement. Il disait vouloir s'occuper de sa mère. Sa femme Elsa est arrivée peu après, avec cette élégance froide des femmes qui savent parfaitement observer les lieux avant de les conquérir. Elsa parlait peu, mais elle regardait beaucoup. Les tableaux, les armoires, les clés. Je n'ai rien dit. Dans les vieilles familles, on apprend très tôt que la politesse peut être une forme d'espionnage. Les semaines ont passé. Julien parlait souvent d'héritage, mais avec cette prudence juridique que les avocats lui avaient sans doute soufflée. En France, un enfant ne peut pas être totalement déshérité. La loi protège ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Même si je voulais donner toute ma fortune à une fondation musicale, Julien conserverait une part obligatoire. Mais cette part, il ne pouvait l'obtenir qu'à ma mort, et je n'étais pas morte. C'est là que leur impatience a commencé à devenir visible. Je l'ai compris un soir de novembre, en descendant dans la cave. L'odeur m'a frappé la première, une odeur d'humidité différente de celle du vin. Les caves anciennes ont une respiration particulière. Quand quelque chose change, on le sent immédiatement. Je suivis le mur de pierre avec ma lampe. Une trace sombre serpentait entre les briques. Pas une simple infiltration. L'eau semblait venir d'un point précis. Je posai la lampe au sol et touchai la pierre. Elle bougea légèrement. Je restai immobile. Dans cette maison, aucune pierre ne bougeait par hasard. Après quelques minutes d'effort, je dégageai un petit bloc dissimulé derrière un vieux casier à bouteilles. Derrière la cavité se trouvait une boîte métallique ternie par le temps. Je reconnus immédiatement l'objet. Pierre l'avait mentionné une seule fois, 20 ans plus tôt, lors d'un dîner tardif. Si un jour quelque chose tourne mal dans cette famille, il faudra ouvrir la boîte dans la cave. Je crus alors qu'il plaisantait. Je l'ouvris. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux ni argent, seulement des lettres, des enveloppes épaisses, toutes adressées à mon mari. Je lus la première. Le papier trembla légèrement dans mes mains. Ce n'étaient pas des lettres de menace. C'étaient des lettres de chantage écrites par Pierre lui-même, mais pas contre moi, contre quelqu'un qui visiblement avait tenté autrefois de manipuler notre famille. Je continuai à lire. Chaque lettre révélait un réseau d'argent, de dettes et de silence. Et, à la dernière page, un nom. Un nom que je connaissais. Je refermai la boîte. Pendant un long moment, je restai assise sur une vieille caisse de Bourgogne. Je compris alors deux choses. La première, mon mari avait prévu qu'un jour quelqu'un tenterait de s'emparer de notre patrimoine. La seconde, seul quelqu'un vivait désormais sous mon toit. Quand je remontais l'escalier de pierre, la maison était silencieuse. Dans la cuisine, Elsa préparait une tisane. Elle me sourit avec douceur. « Vous devriez boire quelque chose de chaud, Hélène. C'est bon pour le cœur. » Je regardai la tasse, puis son regard. Je souris à mon tour. Parce qu'à cet instant précis, je savais déjà que la guerre venait de commencer et que, dans cette maison, personne ne gagnerait sans révéler son vrai visage. Le lendemain matin, la maison semblait plus calme que d'habitude. Ce silence n'était pas paisible, c'était un silence attentif. Dans les vieilles demeures, les escaliers grincent toujours un peu, les portes respirent, les planchers murmurent. Mais ce matin-là, tout semblait retenu comme si la maison elle-même attendait quelque chose. Je descendis dans le jardin avant le petit déjeuner. Le jardin avait toujours été mon refuge. Pierre disait souvent qu'il ressemblait davantage à un parc botanique qu'à une propriété privée.
Il y avait des ifs taillés comme des colonnes, des rosiers anciens, et surtout une longue allée bordée de lauriers roses. Ces arbres avaient été plantés par la mère de Pierre dans les années 60. Le laurier rose est une plante magnifique mais dangereuse. Même les enfants de la famille le savaient. On répète toujours la même phrase aux petits-enfants. On admire les fleurs, mais on ne touche jamais aux feuilles. Je marchais lentement entre les arbustes lorsque quelque chose attira mon regard. Un détail presque invisible. Plusieurs branches avaient été coupées récemment, pas par le jardinier. Je connaissais son travail, précis, symétrique, presque militaire. Là, les coupes étaient différentes, plus discrètes, comme si quelqu'un avait prélevé seulement quelques feuilles, en évitant d'attirer l'attention. Je me penchai, les tiges avaient été sectionnées avec un petit sécateur très fin. Je sentis une froideur traverser mon dos. La veille encore, je n'aurais pas prêté attention à ce genre de détails. Mais après avoir ouvert la boîte dans la cave, chaque chose semblait désormais prendre une autre signification. Je relevai la tête. À la fenêtre du salon, Elsa me regardait. Elle tenait une tasse dans les mains. Son sourire était presque tendre. Je lui rendis son sourire. Puis je continuai ma promenade comme si je n'avais rien remarqué. Lorsque je rentrai dans la cuisine, Julien lisait le journal. Il ne leva même pas les yeux. « Tu devrais sortir un peu plus, maman, dit-il. L'air frais te ferait du bien. » Sa voix avait cette douceur artificielle que les médecins utilisent parfois avec les patients âgés. Je m'assis à la table. Elsa posa devant moi une tasse de tisane. « C'est une infusion de plantes, » expliqua-t-elle doucement. « Très bonne pour la circulation. » Je regardais le liquide ambré. Le parfum était délicat, trop délicat. Dans une autre vie, j'avais étudié un peu la médecine. Pas assez pour exercer, mais assez pour savoir que certains poisons ne laissent presque aucune trace lorsqu'ils sont administrés à très petite dose. Je levai les yeux vers Elsa. « Tu t'intéresses beaucoup aux plantes, n'est-ce pas ?» Elle sembla flattée. « C'est une vieille passion. J'ai étudié la botanique avant de devenir infirmière privée. » Je hochai la tête. Infirmière privée. La veille, dans les lettres de Pierre, j'avais découvert quelque chose qui concernait précisément ce métier. Je pris la tasse, je portai le bord à mes lèvres, puis je la reposai. « Je la boirai plus tard, » dis-je calmement. « Elle est encore trop chaude. » Elsa ne répondit pas. Mais Julien leva enfin les yeux de son journal. Pendant une seconde, je vis quelque chose dans son regard. Pas de la haine. Pire, de l'impatience. Je compris alors leur véritable stratégie. Ils ne pouvaient pas obtenir la maison immédiatement. La loi française l'interdisait. Tant que j'étais vivante et juridiquement capable, mon patrimoine restait sous mon contrôle. La seule solution pour eux était différente. Faire croire que je n'étais plus capable de gérer mes affaires. Une procédure existait pour cela, la mise sous tutelle. Si un juge estimait que mes facultés mentales étaient altérées, un tuteur pourrait être nommé pour administrer mes biens. Et ce tuteur serait très probablement Julien. Je regardai la tisane une dernière fois. Le poison n'avait peut-être pas pour but de me tuer rapidement. Il pouvait simplement me rendre malade, confuse, fragile, assez pour convaincre un médecin que je perdais la raison. Je poussai doucement la tasse vers le centre de la table, puis je levai les yeux vers mon fils. Je lui dis-je avec douceur. « Tu te souviens de l'année 1982 ?» Il fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Je souris. « Parce que c'est l'année où ton père a mis en cave la plus précieuse bouteille de toute notre collection. » Un silence glissa dans la pièce. Elsa posa lentement la théière. Je me levai. « Je pense que nous devrions bientôt la boire ensemble. » Je quittai la cuisine sans me retourner, car à cet instant précis, je savais déjà une chose. Il croyait m'empoisonner. Mais en réalité, il venait simplement de me donner la preuve que j'attendais. Cette nuit-là, je dormis très peu. Les maisons anciennes ont une manière étrange de réfléchir les pensées. Le moindre doute semble circuler dans les couloirs comme un courant d'air. Et lorsque la trahison vient de son propre enfant, le sommeil devient une chose fragile. Je restai longtemps assise dans mon fauteuil face à la fenêtre qui donnait sur la Saône. Les lumières de Lyon glissaient sur l'eau noire comme des souvenirs qu'on ne peut plus retenir. Je pensais à Julien enfant. Il avait autrefois un rire clair, presque insolent. Pierre disait souvent qu'il deviendrait avocat ou diplomate tant il aimait argumenter. Mais avec les années, quelque chose s'était durci en lui, une impatience froide,
une fascination pour l'argent rapide. Et maintenant, il vivait sous mon toit avec une femme qui semblait avoir transformé cette impatience en stratégie. Je me levais vers 2 heures du matin. Dans certaines situations, la colère pousse à agir brutalement. Mais les familles anciennes ont appris une autre méthode, la patience. Je pris mon manteau et sortis discrètement par la porte latérale de la maison. La nuit était humide, l'air chargé d'une odeur de pierres mouillées et de feuilles mortes. Je marchais lentement jusqu'à la petite rue derrière la propriété. Au coin se trouvait une maison modeste, presque invisible entre 2 immeubles récents. Je frappais doucement. Quelques secondes plus tard, la lumière s'alluma. La porte s'ouvrit. Marc apparut dans l'encadrement. Il avait vieilli, bien sûr. Ses cheveux étaient presque blancs, mais son regard restait le même, vigilant, précis, comme celui d'un homme qui avait passé sa vie à observer les dangers avant qu'ils n'apparaissent. Marc avait été adjudant dans la gendarmerie autrefois. Après sa retraite, il avait travaillé quelques années comme chauffeur et garde discret pour mon mari. Dans notre monde, on ne parlait jamais de sécurité. On disait simplement « un homme de confiance ». Il me regarda quelques secondes en silence. Puis il comprit. « Hélène, quelque chose ne va pas. » Je souris légèrement. « Je crois que quelqu'un essaie de me tuer, Marc. » Il ne montra aucune surprise. Il ouvrit la porte plus largement. Nous entrâmes dans sa petite cuisine. Une lampe jaune éclairait la table en bois. Marc posa 2 verres et sortit une vieille bouteille de Beaujolais. « Racontez-moi. » Je lui parlais de la cave, de la boîte métallique, des lettres de pierre, puis du jardin, des lauriers roses et enfin de la tisane. Marc resta silencieux pendant toute mon histoire. Lorsqu'elle fut terminée, il se leva et alla chercher un carnet. « Les gens intelligents ne commettent presque jamais de crimes visibles, dit-il calmement. Ils préfèrent les accidents ou les maladies. » Il griffonna quelques notes. « Mais ils commettent toujours une erreur. » Je penchai légèrement la tête. « Laquelle ?» Il leva les yeux vers moi. « Il parle. » Je ne compris pas immédiatement. Marc se leva et prit un vieux journal posé sur une chaise. Il me montra la dernière page. Des petites annonces. Les criminels sophistiqués adorent les méthodes qui ne laissent pas de traces électroniques. Pas de mail, pas de message, pas de téléphone. Il pointa une annonce entourée au crayon. Une simple phrase. Collection privée de plantes rares disponible pour amateurs sérieux. Réponse boîte postale 1847. Marc sourit légèrement. C'est un vieux système de communication. Les réponses arrivent dans une boîte postale, puis quelqu'un passe les récupérer. Je sentis mon cœur ralentir. « Vous pensez que c'est Elsa ?»« Je ne pense rien, répondit-il. Je regarde. » Il referma le journal. « Demain matin, j'irai prendre un café près du kiosque où l'on distribue ce journal. On verra qui vient répondre à l'annonce. » Je me levai. « Marc, » il posa sa main sur la table. « Hélène, vous ne devez rien faire pour l'instant. Continuez à jouer votre rôle. » Quel rôle? Son sourire fut presque invisible. Celui de la vieille dame fragile qu'il croit manipuler. Je quittai sa maison peu avant l'aube. Lorsque je rentrai dans ma propriété, la lumière commençait à apparaître derrière les collines. Elsa était déjà dans le jardin. Elle coupait les roses. Je m'arrêtai quelques secondes pour l'observer. Son geste était élégant, presque artistique. Mais je savais maintenant que cette femme n'était pas simplement une épouse ambitieuse. C'était une prédatrice. Et dans ce genre de chasse, la patience est toujours l'arme la plus dangereuse. Le lendemain passa avec une lenteur presque théâtrale. Dans les grandes maisons, le temps peut devenir une arme. Chaque geste semble plus lourd de sens, chaque silence plus chargé de sous-entendus. Je passais la matinée dans le salon de musique devant le vieux piano Erard. Je ne jouais plus très bien depuis la mort de Pierre, mais j'aimais encore laisser courir mes doigts sur quelques mesures de Debussy. Les notes flottaient doucement dans la pièce, comme une conversation avec les fantômes du passé. Julien traversa le salon vers midi. Il s'arrêta quelques secondes derrière moi. « Tu joues encore cette pièce ?» C'était la préférée de ton père. Il ne répondit pas. Je sentais son regard sur mes mains, un regard d'évaluation, presque clinique. Puis il repartit vers la cuisine. Je continuais à jouer quelques minutes encore, mais mon esprit était ailleurs. Marc devait être au kiosque à journaux, à observer, à attendre. Le soir venu, je reçus un appel discret sur la ligne privée de la bibliothèque. Marc ne parlait jamais longtemps au téléphone. J'ai vu la femme. Je refermai la porte. « Elsa ?»
Oui, je restais silencieuse. Elle est venue à 11h40, continua Marc. Elle a acheté 3 journaux différents. Puis elle a détaché une petite fiche dans la section des annonces. La boîte postale, exactement. Je sentis une étrange tranquillité m'envahir. La première pièce du puzzle venait de se mettre en place. Mais Marc n'avait pas fini. Et ce n'est pas tout. Je m'assis lentement dans le fauteuil de pierre. Je l'ai suivi jusqu'à une petite agence immobilière près de la place Bellecour. Une agence? Elle n'y est pas entrée. Elle a seulement rencontré un homme devant la vitrine. Costume gris, attaché case. Ils ont parlé 5 minutes. « Tu as entendu? Pas les mots, mais j'ai vu les documents. » Il marqua une pause. « Des catalogues de vente aux enchères? » Je compris immédiatement. La cave, les tableaux, la collection familiale. Ils préparaient déjà la vente. « Ils ne peuvent pas vendre, murmurai-je. Marc répondit calmement. « Pas tant que vous êtes juridiquement responsable de vos biens. » Je me levai et marchai lentement vers la fenêtre. « Donc ils doivent d'abord prouver que je ne le suis plus. » Exactement. Je fermai les yeux, la mise sous tutelle. Le juge, le médecin expert, toute la mécanique juridique se dessinait désormais avec une précision glaciale. Marc reprit d'une voix plus basse. « Hélène ?» J'ai aussi trouvé autre chose. « Quoi ?» Le nom qu'elle utilisait avant de s'appeler Elsa. Un silence tomba dans la pièce. Elle s'appelait Elisa Martel. Je répétais ce nom dans ma tête. Martel. Marc continua. Il y a 6 ans, elle travaillait comme infirmière privée dans un château de la vallée de la Loire. Le propriétaire était un vieux comte, malade du cœur. Je sentis mon estomac se nouer. Il est mort? Officiellement, insuffisance cardiaque. Marc ne dit rien pendant quelques secondes, puis il ajouta. 2 mois plus tard, le comte avait modifié son testament. Et elle a reçu une grande partie de sa fortune. Je restai immobile. Et après? Après la mort du comte, elle a quitté la région, changé de nom et rencontré votre fils. Je regardais les portraits accrochés au mur, 4 générations de la famille de Pierre. Tous ces visages semblaient maintenant me fixer avec gravité. Je compris alors que cette histoire n'était pas seulement une question d'argent, c'était une chasse, et ma maison était devenue le terrain. « Marc, dis-je doucement, oui, si je prouve qu'elle tente de m'empoisonner, la gendarmerie pourra intervenir? Oui, mais il faudra des preuves légales. » Il prononça ces mots avec l'exactitude d'un ancien adjudant. Des analyses, des témoignages, peut-être un constat d'huissier. Je hochai la tête. Alors nous allons leur donner ce qu'ils veulent. Marc sembla intrigué. Quoi donc? Je souris doucement. Une vieille femme qui devient lentement confuse. Un léger rire passa dans sa voix. Vous allez jouer la folie? Non, répondis-je calmement. Je regardais la collection de vins derrière la vitre de la cave intérieure. Je vais jouer la faiblesse. Je raccrochai. Puis je descendis dans la salle à manger. Julien et Elsa étaient déjà à table. Elsa servait le pot-au-feu avec un soin presque cérémonieux. Je m'assis lentement. Julien, dis-je avec une légère hésitation dans la voix. Il leva les yeux. Oui, je pris ma cuillère, puis la reposai. Dis-moi, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Je vis Elsa échanger un regard rapide avec lui. Une étincelle de satisfaction passa dans leurs yeux. La pièce venait de commencer, et pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement comment la jouer. Le courrier officiel arriva 2 semaines plus tard. Une enveloppe épaisse, beige, portant l'entête du tribunal judiciaire de Lyon. Dans les vieilles familles, on reconnaît immédiatement ce genre de papier. Celui qui annonce que les affaires privées vont désormais devenir des affaires publiques. Julien posa l'enveloppe devant moi avec une délicatesse presque filiale. « C'est une formalité, maman. » Je n'ouvris pas immédiatement la lettre. J'observais plutôt son visage. Depuis quelques jours, il semblait plus calme, presque rassuré. La comédie fonctionnait. Depuis 2 semaines, je jouais la confusion avec une application presque académique. Je mélangeais les dates, j'oubliais volontairement certains noms, je posais les mêmes questions 2 fois. Rien d'excessif, juste assez pour nourrir le doute. Une vieille dame qui perd légèrement la mémoire. Rien de plus. Elsa, elle, surveillait chaque détail avec la précision d'une infirmière. Elle notait mes oublis, corrigeait doucement mes phrases, me rappelait de prendre mes médicaments. Son rôle était parfait. Je pris enfin le courrier. La demande était exactement ce que j'attendais. Julien sollicitait l'ouverture d'une procédure de mise sous tutelle. Dans le droit civil français, ce mécanisme est censé protéger les personnes vulnérables.
Lorsqu'un juge estime qu'une personne n'est plus capable de gérer seule ses affaires, il peut désigner un tuteur chargé d'administrer son patrimoine. Et très souvent, ce tuteur est un membre de la famille, en l'occurrence mon fils. Je levai les yeux vers lui. « Julien, tu penses vraiment que j'en ai besoin ?» Il prit une expression grave. « Ce n'est pas contre toi, maman, c'est pour te protéger. » Je vis Elsa hocher légèrement la tête derrière lui. Je repliai calmement la lettre. « Et maintenant ?» Julien s'éclaircit la gorge. « Le juge a demandé une expertise médicale. Un psychiatre inscrit sur la liste du tribunal viendra t'examiner. » Je hochai lentement la tête. « Très bien. » Elsa intervint avec douceur. « Ce sera rapide, Hélène. Juste quelques questions. » Je souris. « J'imagine. » La consultation fut fixée 3 jours plus tard. Ce matin-là, le salon de la maison avait été préparé comme pour une réception officielle. Les rideaux ouverts, les fauteuils bien alignés, la grande table débarrassée de tout objet personnel. Le docteur Bernard arriva à 10 heures précises. Un homme d'une 60aine d'années, élégant, précis. Il avait ce regard particulier des médecins qui savent qu'ils ne doivent pas seulement examiner un corps, mais aussi une vérité. Nous nous assîmes face à face. Julien et Elsa restèrent dans la pièce. Le médecin commença calmement. « Madame Hélène, savez-vous pourquoi je suis ici aujourd'hui ?» Je regardais autour de moi comme si je cherchais mes mots. « Pour parler de ma mémoire, je crois. » Il prit quelques notes. « Pouvez-vous me dire quel jour nous sommes ?» Je fis semblant d'hésiter. Mardi, peut-être, c'était vendredi. Julien soupira légèrement derrière moi. Le médecin continua. « Et l'année ?» Je répondis après quelques secondes. « 2018 ?» Encore une erreur. Le silence dans la pièce devint presque palpable. Le docteur Bernard referma doucement son carnet, puis il posa une question différente. « Madame, savez-vous ce qu'est la réserve héréditaire ?» Julien sursauta légèrement. Je levai les yeux vers le médecin. Et je souris. « Bien sûr, docteur. » Je me redressai dans le fauteuil. C'est la part minimale de patrimoine que la loi française garantit aux enfants. Elle empêche les parents de les déshériter totalement. Le médecin resta immobile. Je continuai calmement. Dans mon cas, Julien possède déjà un droit sur une partie de mes biens, mais seulement après ma mort. Je tournai légèrement la tête vers mon fils. Tant que je suis juridiquement capable, je reste libre de gérer mon patrimoine. Le silence devint glacial. Elsa fronça les sourcils. Le docteur Bernard me regarda avec une curiosité nouvelle. « Et comment vous sentez-vous ces derniers temps, madame ?» Je laissai passer quelques secondes. Un peu fatigué, puis j'ajoutai doucement, surtout après certaines tisanes. Julien se raidit. Le médecin leva légèrement les yeux. « Des tisanes ?» Je haussai les épaules avec un sourire fragile. Ma belle-fille aime beaucoup les plantes. Je regardai Elsa. Surtout le laurier rose. Un silence brutal envahit la pièce. Le docteur Bernard posa lentement son stylo. Julien pâlit. Mais Elsa resta parfaitement immobile. Et dans ses yeux, je vis quelque chose apparaître pour la première fois. Pas de la peur. Non, un calcul. La véritable bataille venait de commencer. Le docteur Bernard quitta la maison vers midi. Son visage était resté impassible tout au long de l'entretien, mais je savais qu'il avait compris une chose essentielle. Cette histoire n'était pas simplement médicale. C'était une affaire de pouvoir. Lorsque la porte se referma derrière lui, le silence tomba dans le salon comme un rideau de théâtre. Julien resta quelques secondes immobile près de la cheminée. Elsa, elle, se dirigea vers la fenêtre, les bras croisés. Je pris mon temps pour me lever. Dans les vieux salons lyonnais, chaque meuble semble vous rappeler que l'élégance est une forme de discipline. Je remis doucement en place le coussin du fauteuil avant de parler. Cette expertise était très intéressante. Julien tourna brusquement la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je pris une respiration lente. « Le docteur Bernard est un homme intelligent. » Elsa se retourna. « Il a surtout vu que vous êtes fatiguée, Hélène. » Sa voix restait douce. Trop douce. Je laissai passer un léger sourire. « Peut-être. » Je quittai la pièce sans ajouter un mot. La première phase de mon plan venait de réussir. Il n'était plus certain. Et le doute est l'ennemi le plus dangereux pour les conspirateurs. Les jours suivants, je poussais le jeu un peu plus loin. Je laissais parfois la télévision allumée sans la regarder. Je me trompais volontairement dans certains noms de voisins. Une fois, je demandais à Julien où était Pierre, comme si mon mari n'était pas mort depuis 3 ans. Elsa observait tout. Je savais qu'elle prenait des notes.
Les prédateurs méthodiques aiment accumuler les preuves, mais je leur offrais ces preuves volontairement. 3 jours plus tard, une conversation inattendue eut lieu dans le salon. Julien pensait que je dormais dans la bibliothèque. La porte était entr'ouverte. Je pouvais entendre leur voix. « On ne peut pas attendre encore des mois, » disait Julien d'un ton nerveux. Elsa répondit calmement. « La procédure suit son rythme. Si le médecin confirme la dégradation cognitive, le juge nommera un tuteur provisoire. Et ensuite ? Ensuite, nous aurons la gestion du patrimoine. » Je sentis mon cœur battre plus lentement. Julien reprit. « Et la collection ?» Elsa s'approcha probablement de la vitrine où reposaient les vieux vins. Ces bouteilles valent une fortune. Certaines dépassent 100 000 €. Je fermai les yeux. La cave. Pierre avait toujours dit que ces vins étaient la mémoire liquide de la famille. Julien soupira. « Et les tableaux ?»« Les maisons de vente sont déjà prêtes. »« Déjà ?» J'ai pris quelques contacts. Un silence suivit. Puis Elsa ajouta d'une voix presque amusée « Il faut simplement attendre que ta mère devienne officiellement incapable. » Je laissai tomber un livre sur le sol. Le bruit résonna dans la bibliothèque. Là, quelques secondes plus tard, Julien entra précipitamment. « Maman ?» Je relevai lentement la tête comme si je sortais d'un rêve. « Julien ? Tout va bien ?» Je regardai autour de moi avec confusion. J'ai fait tomber le livre. Il s'approcha. Je pris sa main comme une vieille femme fragile. « Tu sais, j'oublie beaucoup de choses ces derniers temps. » Son regard s'adoucit, mais pas par amour, par soulagement. « Ce n'est rien, maman. Ça arrive. » Je baissai la voix. « Julien, est-ce que ton père est à la cave ?» Il resta figé. Puis il me caressa doucement l'épaule. « Non, maman. » Je hochai la tête. « Bien sûr, j'oublie toujours. » Il sortit de la pièce quelques minutes plus tard. Je restai seule. Le livre tombé était resté ouvert au sol. Je me penchai pour le ramasser. À l'intérieur, entre 2 pages, se trouvait un petit papier que Marc avait glissé lors de sa dernière visite. Une simple phrase écrite à la main. « La gendarmerie attend seulement une preuve directe. » Je repliai le papier, puis je me levai. Si Julien et Elsa voulaient vendre les trésors de la famille devant moi, alors je leur offrirais exactement ce qu'ils désiraient. Une vieille femme qui ne comprend plus rien. Une vieille femme qui accepte tout. Une vieille femme qui écoute sans réagir. Parce que parfois, la meilleure manière de capturer un prédateur, c'est de lui faire croire que la proie est déjà morte. Quelques jours plus tard, j'annonçai que je voulais organiser un dîner. Dans une maison comme la nôtre, un dîner n'est jamais un simple repas. C'est un rituel. Une manière ancienne de rappeler à chacun sa place autour de la table. Julien sembla surpris. Un dîner ? Je hochai la tête avec un sourire un peu flou. Oui, je crois que c'est la fête de Saint-Martin bientôt. Ce n'était pas exact, bien sûr, mais les traditions familiales ont toujours été suffisamment vagues pour permettre quelques libertés. Elsa me regarda attentivement. « Qui souhaitez-vous inviter, Hélène ?» Je pris quelques secondes avant de répondre, comme si je cherchais dans ma mémoire. Maître Lenoir, notre notaire, et le docteur Bernard. Julien fronça les sourcils. Je haussai les épaules. « J'aime les gens intelligents à ma table. » Elsa échangea un regard rapide avec lui. Je pouvais presque entendre leurs pensées. Une vieille femme confuse qui veut impressionner ses invités avec un dîner mondain. Ils acceptèrent. Le soir venu, la maison retrouva l'allure qu'elle avait autrefois. La grande salle à manger fut préparée avec l'argenterie ancienne. Les chandeliers de famille furent sortis de leurs coffrets. Sur la table, Elsa avait dressé un repas presque cérémoniel. Quenelle de brochet, volaille de Bresse et un vieux gratin dauphinois. Lyon dans toute sa tradition. Maître Lenoir arriva le premier. Les notaires ont une manière particulière d'entrer dans une maison. Ils savent que derrière les murs se cachent souvent des secrets juridiques plus lourds que les pierres. « Chère Hélène, » dit-il en embrassant ma main, « c'est un plaisir de vous revoir. » Je souris. « Merci d'être venu. » Le docteur Bernard arriva quelques minutes plus tard. La table fut bientôt complète. Julien paraissait détendu. Elsa, impeccable dans une robe noire très simple, contrôlait chaque détail du service. Le dîner commença dans une atmosphère presque élégante. On parla de musique, de vin, de la rénovation du vieux théâtre des Célestins. Maître Lenoir raconta quelques anecdotes sur des successions compliquées dans la région. Puis, au moment du dessert, je me levai. « Je crois que c'est le moment. » Julien me regarda. « Le moment de quoi ?» Je me dirigeai vers la vitrine de la cave intérieure.
Derrière la vitre reposaient quelques bouteilles rares, protégées comme des reliques. Je pris une clé. Le déclic résonna dans la pièce. « Cette maison possède une tradition, dis-je doucement. Je sortis une bouteille sombre. Certaines bouteilles ne doivent être ouvertes qu'à des moments très précis. Je la posai sur la table. Maître Lenoir reconnut immédiatement l'étiquette. Mon Dieu, un Bordeaux de 1992. Je hochai la tête. L'année de naissance de Julien, un silence léger traversa la pièce. Je pris un tire-bouchon ancien, celui que Pierre utilisait toujours. Mon mari disait que ce millésime avait une particularité. Je fis tourner lentement la bouteille entre mes mains. Il disait que ce vin révèle le caractère des personnes qui le boivent. Julien eut un petit rire. Je ne savais pas que le vin pouvait faire ça. Je le regardais. Il ne transforme pas les gens, il révèle simplement ce qu'ils sont déjà. Je fis signe à Elsa. « Ma chère, pourriez-vous ouvrir la bouteille ?» Elle prit le tire-bouchon avec un sourire élégant. Le bouchon sortit avec un bruit doux. Je servis les verres, puis je levai le mien. À la famille. Les verres s'entrechoquèrent doucement. Je bus une petite gorgée. Le vin était magnifique. Puis je reposai mon verre. Vous savez, il y a une légende autour de ce vin. Maître Lenoir me regarda avec amusement. Une légende? Je souris. Oui, dans certaines familles anciennes, on dit que ce millésime est dangereux. Julien fronça légèrement les sourcils. Dangereux? Je posai calmement mes mains sur la table, parce qu'il ne supporte pas le mensonge. Le silence s'installa. Elsa ne bougea pas. Je continuai d'une voix douce. Ceux qui boivent ce vin avec une âme pure ressentent seulement sa beauté. Je regardai Julien. Puis Elsa. Mais ceux qui portent une intention mauvaise ressentent autre chose. Personne ne parla. Je me tournai alors vers le docteur Bernard. « Docteur, pourriez-vous nous rappeler quelque chose d'intéressant ?» Il sembla comprendre immédiatement. « Par exemple ?» Je posai doucement ma serviette sur la table. Les effets d'un poison végétal administré à très faible dose pendant plusieurs semaines. Le silence devint brutal. Julien posa son verre. Elsa, elle, resta parfaitement immobile. Et dans cette salle à manger éclairée par les chandeliers, je compris que le moment que j'attendais depuis des semaines venait enfin d'arriver. La vérité était maintenant assise à table avec nous. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Dans une pièce éclairée seulement par les chandeliers, le silence peut devenir presque physique. On entend le vin respirer dans les verres, le bois de la table se contracter légèrement, les respirations changer de rythme. Julien posa son verre. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire, maman. » Sa voix restait calme, mais je connaissais trop bien les infimes tremblements qui apparaissent lorsque quelqu'un commence à perdre le contrôle. Je tournai doucement mon regard vers Elsa. Elle n'avait pas bougé. Sa posture restait droite, presque élégante. Une femme habituée à ne jamais montrer ses pensées. Je repris d'une voix posée. « Depuis quelques semaines. » Je bois parfois des tisanes préparées avec beaucoup d'attention. Le docteur Bernard observait la scène sans intervenir. « Après ces tisanes, ajoutai-je, je ressens des vertiges, une fatigue inhabituelle, et parfois une légère confusion. » Julien soupira. « Maman, tu dramatises. Le docteur est justement venu pour... » Je levai la main. « Julien. » Il se tut. Je me tournai vers le médecin. « Docteur Bernard, vous avez évoqué l'autre jour certaines plantes dangereuses. Celles qui peuvent provoquer des troubles cardiaques lorsqu'elles sont administrées progressivement. » Le médecin répondit avec prudence. « Oui, certaines plantes contiennent des substances toxiques pour le cœur. » Je pris une respiration lente. Par exemple, le laurier rose. Elsa cligna des yeux pour la première fois. Un geste presque imperceptible, mais suffisant. Je me levai. Dans mon jardin, plusieurs branches de laurier ont été coupées récemment. Je regardais Elsa. « Vous aimez beaucoup les plantes, n'est-ce pas ?» Elle posa lentement sa serviette sur la table. « Hélène, je pense que vous êtes fatiguée. » Je souris. « Peut-être. » Je me tournai vers Maître Lenoir. « Maître, pourriez-vous rappeler à mon fils quelque chose d'important concernant le droit français ?» Le notaire comprit immédiatement le rôle qu'on lui demandait de jouer. « Dans notre droit civil, expliqua-t-il calmement, un héritier ne peut prendre possession d'un patrimoine qu'après le décès du titulaire ou si celui-ci est placé sous tutelle. » Je hochai la tête. « Exactement. » Je me tournai vers Julien. « Et dans mon cas, la tutelle est justement en cours de procédure. » Le silence dans la pièce devint glacé.
Je pris un petit dossier posé sur la commode. Mais il y a un problème. Je posais le dossier devant le médecin. Depuis 3 semaines, j'ai fait analyser certaines boissons que l'on me servait. Julien se leva brusquement. Quoi? Je restai parfaitement calme. Les analyses ont été réalisées par un laboratoire indépendant sur conseil d'un ancien adjudant de gendarmerie. Le nom de Marc resta suspendu dans l'air. Elsa pâlit légèrement. Je continuai. Les résultats montrent la présence répétée d'une substance toxique d'origine végétale, compatible avec le laurier rose. Julien tourna brusquement vers Elsa. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle le regarda avec froideur. « Tu crois vraiment que je ferais quelque chose d'aussi stupide ?» Je les observais tous les deux. C'était le moment que j'attendais. Les conspirations fonctionnent tant que les conspirateurs restent unis. Mais face au danger, chacun cherche à sauver sa propre peau. Julien recula légèrement. « Tu préparais les tisanes. » Elsa répliqua immédiatement. « Parce que ta mère me le demandait. » Il secoua la tête. « Tu es la seule à connaître ces plantes. » Le masque commençait à se fissurer. Je posai calmement mes mains sur la table. « Ce qui est fascinant, dis-je doucement, c'est que l'histoire semble se répéter. » Elsa me regarda. Je sortis une feuille du dossier. « Elisa Martel. » Le nom tomba comme une pierre. Le visage d'Elsa se figea. Infirmière privée, au service d'un comte de la vallée de la Loire. Julien se tourna lentement vers elle. « Quoi ?» Je continuai calmement. « Un homme âgé, mort d'une insuffisance cardiaque. » Maître Lenoir ajouta d'une voix basse, peu de temps après avoir modifié son testament. Le silence explosa. Julien recula comme s'il venait de découvrir une étrangère. « Tu m'as dit que tu travaillais dans une clinique. » Elsa ne répondit pas. Ses yeux me fixaient maintenant avec une intensité nouvelle. Plus de masque, plus de douceur, seulement une lucidité froide. Elle comprenait. Le piège venait de se refermer, et dans ce silence tendu, chacun dans cette pièce savait désormais que la vérité ne pouvait plus être cachée. La seule question qui restait, c'était qui allait tomber le premier. La tension dans la salle à manger devint presque insupportable. Julien avait reculé de 2 pas. Son regard passait d'Elsa à moi, comme s'il cherchait encore une explication capable de sauver l'illusion dans laquelle il vivait. Elsa, elle, ne bougeait plus. Son visage avait changé. Toute la douceur qu'elle affichait depuis des mois avait disparu. Il ne restait que cette intelligence froide que j'avais devinée dès le premier jour. Je repris la parole avec calme. « Julien, regarde-moi. » Il leva les yeux. Je posai lentement mes mains sur la table. « Tu crois peut-être que cette scène est un simple conflit familial. » Je fis un léger geste vers le dossier posé devant le docteur Bernard. Mais ce n'est plus le cas. À cet instant précis, quelqu'un frappa doucement à la porte du salon. 3 coups courts. Marc. Je reconnus immédiatement sa manière d'annoncer une présence sans provoquer de panique. La porte s'ouvrit, 2 gendarmes entrèrent dans la pièce. Leur uniforme bleu sombre sembla absorber la lumière des chandeliers. Personne ne parla. Le brigadier salua brièvement. « Madame Hélène, nous avons reçu votre signalement. » Julien resta figé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je le regardais avec une tristesse que je ne jouais pas. La vérité. Le brigadier posa calmement un dossier sur la table. « Nous avons été informés de soupçons d'empoisonnement progressif. » Il regarda Elsa. « Et de tentatives de manipulation patrimoniale. » Julien se tourna vers moi. « Tu as appelé la police ?» Je secouai la tête. « Non. » Je pris une respiration lente. « J'ai simplement demandé conseil à quelqu'un qui connaît bien la loi. » Je fis un signe discret vers Maître Lenoir. Le notaire parla calmement. « Lorsqu'il existe des soupçons sérieux d'abus de faiblesse ou de tentative d'atteinte à la vie d'une personne vulnérable, la loi impose d'en informer les autorités. » Julien passa une main dans ses cheveux. « C'est ridicule. Il n'y a aucune preuve. » Le brigadier ouvrit le dossier. « Nous avons les analyses toxicologiques. » Il regarda Elsa. « Et plusieurs témoignages. » Marc entra alors dans la pièce. Julien le reconnut immédiatement. Marc, l'ancien adjudant, resta silencieux. Le brigadier continua. « Madame Hélène nous a également transmis des informations concernant l'identité antérieure de Madame Elsa. » Il prononça lentement « Elisa Martel. » Julien recula comme si quelqu'un l'avait frappé. « C'est vrai ?» Elsa ne répondit toujours pas. Je me levai. Chaque mouvement me semblait plus lourd que les autres. Je sortis alors un document de mon propre dossier. « Julien, avant que la gendarmerie ne fasse son travail, j'ai encore quelque chose à te proposer. » Je posai la feuille devant lui. Une déclaration. Il la regarda sans comprendre.
Si tu coopères avec l'enquête, si tu reconnais ta participation à la tentative de mise sous tutelle frauduleuse, tu peux encore sauver quelque chose. » Il leva les yeux vers moi. « Sauver quoi ?» Ma voix trembla légèrement. « Le nom de ton père. » Le silence devint presque sacré. « Si l'affaire devient un scandale public, repris-je doucement, toute la presse parlera de cette famille. » Je posai une main sur le document. « Mais si tu coopères, si tu dis la vérité, je respirai profondément. Tu purgeras ta peine, mais l'histoire restera celle d'un fils manipulé. » Julien fixa la feuille, ses mains tremblaient légèrement. « Et si je refuse ?» Je le regardai droit dans les yeux. « Alors tu perdras tout. » Maître Lenoir ajouta calmement. « Dans ce cas, la procédure civile entraînera également la déchéance de vos droits successoraux pour indignité. » Le mot tomba comme une sentence. Indignité successorale. Dans le droit français, c'est l'une des rares situations où un héritier peut être totalement exclu de l'héritage. Julien se tourna lentement vers Elsa. Pour la première fois, il semblait la voir telle qu'elle était. « Tu m'as menti. » Elle ne répondit pas. Les gendarmes attendirent. Le temps semblait suspendu. Puis Julien prit le stylo posé devant lui. Ses mains tremblaient. Il signa. Et à cet instant précis, je compris que je venais de perdre mon fils, mais que je venais aussi de sauver l'honneur de ma famille. Le lendemain matin, la maison était silencieuse, un silence différent de celui des jours précédents, plus lourd, mais aussi plus clair. La veille, après la signature de Julien, tout s'était déroulé avec la froide précision de la justice française. Les gendarmes avaient conduit Elsa au poste pour interrogatoire. Julien les avait suivis volontairement. Avant de franchir la porte, il s'était arrêté un instant. Il ne m'avait pas regardé. Et je n'avais rien dit. Certaines phrases ne servent à rien lorsque les actes ont déjà parlé. Je passais la nuit seule dans la maison. Les chandeliers étaient encore sur la table. Les verres du millésime 1992 n'avaient pas été débarrassés. Une fine pellicule de vin sombre restait au fond des verres, comme une trace du drame qui venait de se jouer. Je restais longtemps assise dans la salle à manger. Il y a des moments dans une vie où l'on comprend que la justice n'apporte pas toujours la paix. Mais elle apporte quelque chose d'autre. La vérité. Le matin suivant, je montais sur le balcon qui dominait la Saône. L'aube glissait lentement sur la ville de Lyon. Les toits rouges prenaient une teinte dorée et les premières péniches passaient sous les ponts dans un silence presque religieux. Je respirais profondément. Depuis des semaines, chaque geste dans cette maison avait été une stratégie. Chaque sourire, chaque hésitation, chaque silence. Maintenant, tout était terminé. Marc arriva vers 9 heures. Il monta lentement l'escalier du jardin et s'arrêta près de moi. « La gendarmerie a confirmé les charges, dit-il calmement. Je hochai la tête. « Julien a parlé ?» Oui, je fermai les yeux quelques secondes. Marc ajouta doucement. Il a expliqué que l'idée de la tutelle venait d'Elsa, mais qu'il savait pour les tisanes. Je ne répondis pas. Marc resta silencieux. Puis il posa une question simple. « Vous regrettez ?» Je regardai le fleuve. Je regrette seulement qu'un fils puisse oublier d'où il vient. Le vent du matin souleva légèrement les branches du vieux tilleul. Je continuai. Dans certaines familles, la richesse est une bénédiction. Je marquai une pause. Dans d'autres, elle devient une tentation. Marc ne répondit pas. Je descendis ensuite vers la cave. Les vieilles pierres étaient froides sous mes mains. Je m'arrêtai devant la rangée de bouteilles. Le millésime 1992 n'était plus là. Je souris légèrement. Pierre aurait trouvé la scène presque ironique. Une bouteille ouverte pour révéler la vérité. Je pris une autre bouteille au hasard. Puis je remontai. Dans le salon, les portraits de famille semblaient me regarder différemment. Pendant des générations, cette maison avait survécu aux guerres, aux crises, aux faillites. Elle avait survécu aussi à la trahison. Je compris alors que l'héritage le plus important n'était pas la cave, ni les tableaux, ni même la maison. C'était la dignité. Je retournai sur le balcon avec mon verre. Le soleil s'élevait maintenant au-dessus des collines. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Libre d'être simplement une femme qui avait traversé la tempête. Libre d'habiter cette maison sans méfiance. Libre d'accepter que certaines batailles coûtent plus cher que l'or. Je regardais une dernière fois la ville. Puis je murmurais doucement, comme si je parlais à toutes les femmes qui ont vécu ce genre de combat. Si vous m'écoutez aujourd'hui, souvenez-vous de ceci.
Il y a des moments dans une vie où le silence devient une prison, où la loyauté envers la famille semble exiger que l'on accepte l'injustice. Mais ce n'est pas vrai. La vérité n'est jamais une trahison. Protéger son honneur, protéger sa vie, protéger ce que l'on a construit pendant des décennies. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du courage. Et si un jour quelqu'un vous fait croire que votre âge vous rend faible, souriez simplement. Parce que les années ne rendent pas une femme fragile, elles la rendent dangereusement lucide. Parfois, une histoire ne se termine pas vraiment lorsque la justice passe. Elle laisse derrière elle une question silencieuse que chacun doit regarder en face. Ce que j'ai vécu n'est pas seulement l'histoire d'un héritage ou d'une tentative de crime, c'est l'histoire d'une illusion que beaucoup de familles entretiennent. Croire que le sang suffit à protéger la loyauté. Mais la vérité est plus complexe. L'argent peut révéler ce que les gens sont vraiment. Le pouvoir peut transformer l'amour en calcul. Et parfois, la personne qui vous trahit n'est pas un étranger, mais quelqu'un que vous avez élevé. Alors la vraie question devient celle-ci. Qu'aurions-nous fait à ma place? Auriez-vous fermé les yeux pour protéger l'apparence de la famille? Auriez-vous accepté l'injustice pour éviter le scandale? Ou auriez-vous choisi, comme moi, de laisser la vérité apparaître, même si elle brise quelque chose d'irréparable? Et vous, qui écoutez cette histoire aujourd'hui? Avez-vous déjà senti que quelqu'un de proche essayait de manipuler votre confiance? Avez-vous déjà dû choisir entre la paix apparente et la vérité? Avez-vous déjà découvert, trop tard, qu'une personne en qui vous croyiez cachait un autre visage? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de vies portent ces blessures silencieuses que l'on ne raconte jamais à voix haute. Pourtant, ces histoires méritent d'être entendues, parce qu'elles peuvent aider d'autres personnes à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Si cette histoire vous a touché, dites-le nous. Partagez dans les commentaires votre expérience, votre réflexion ou même un souvenir qui vous revient en écoutant ce récit. Peut-être qu'une phrase, une confidence ou une vérité que vous avez longtemps gardée en vous pourra éclairer quelqu'un d'autre. Et si vous avez vécu une histoire forte, étrange, bouleversante, une histoire de famille, de courage, de trahison ou de justice, n'hésitez pas à la raconter. Parfois, les histoires les plus importantes sont celles que l'on croyait devoir garder secrètes. Et peut-être que votre histoire sera la prochaine que nous raconterons.